L'épisode 7 nous a laissé un peu sur notre faim, avec des faux suspens dont on sait pertinemment qu'ils ne font pas avancer le récit. Après un épisode 6 épique, on se retrouve avec un épisode presque platonique. Mais malgré tout, il reste un bon épisode, même si on s'attendait à mieux. Aujourd'hui, je vous donne mon avis sur cet épisode intitulé L'œil. Cette vidéo est en mode spoiler activé. N'oubliez pas de vous abonner et de liker. L'épisode débute sur l'ouverture de l'œil de Galadriel. On aurait tendance à penser que c'est en rapport avec celui de Sauron, mais vu qu'il n'est pas encore là, je penserai plus pour ceux de Myriel. Le réveil pour les habitants des Terres du Sud et des Núménoréens est un peu difficile, avec les scènes post-apocalyptiques des personnes en feu. En tout cas, le résultat escompté par Radar est là, et il faut dire que la qualité visuelle des scènes est remarquable. Et pas étonnant que nous n'avons pas eu vent de l'existence du roi des Terres du Sud dans les écrits de Tolkien. Son royaume a été soufflé par la montagne du destin. Comme à leur habitude, les pieds velus apportent le côté enfantin, joyeux et sans souci qui garde le moral en toutes circonstances. Lors de leur arrivée dans le verger, les arbres sont en cendres. Et Sadok évoque quelque chose qui n'est pas faux. Même s'ils sont en décalé des faits qui se passent autour d'eux, un volcan se réveille lorsque le mal arrive. La performance de Meteorite Man s'est soldée par un échec. Enfin, c'est ce qu'on croit. Le plan centré sur Sadok qui part montre qu'une petite fleur jaune a poussé sur le tronc de l'arbre. Après sa démonstration, je me pose des questions sur son identité. Sa prestation sur le pommier est digne d'un mage avec des pouvoirs assez conséquents et centré sur la nature. Le seul mage capable d'un tel exploit et aimant la nature, c'est Radagast, l'un des mages envoyés par les Valar en Terre du Milieu. Quoi qu'il en soit, la secte est à sa recherche et il représente une menace pour Sauron. Elrond fait preuve d'une grande humilité en demandant à Durin III l'autorisation de miner le mithril. En tout cas, l'amitié d'Elrond et de Durin est mise à rude épreuve. C'est toujours un plaisir de les voir œuvrer en étroite collaboration. Et franchement, ce duo fonctionne superbement bien. Durin père refuse que les elfes extraient le mithril, en prétextant qu'ils veulent tromper la mort, et que leur déchéance est due au destin, mais surtout à l'œuvre d'un tout-puissant. Le seul échantillon de minerai donne de la véracité aux dires de Gil-galad et de Celebrimbor. Il peut éradiquer le mal, ce qui conforte l'idée de Disa et de Durin d'aider Elrond à sauver les elfes. J'ai encore du mal avec la déchéance des elfes, car dans les écrits de Tolkien, cette phase s'étend sur des milliers d'années, alors que dans la série, la fin des elfes nous est annoncée comme étant imminente. En sauvant des villageois prisonniers d'une bâtisse en feu, Myriel perd la vue et Isildur est enseveli sous des poutres et des braises ardentes. Franchement, le choix des réalisateurs de faire croire qu'il est mort est un mauvais choix et un faux suspense. Nous savons très bien qu'il est vivant. La perte de la vue de Myriel pourrait bien lui porter préjudice concernant le trône de Númenor. Pharazôn utiliserait cette cécité afin de monter le peuple contre Myriel et prendre le pouvoir de cette façon. La perte de sa vue a renforcé son caractère et j'ai hâte de voir ce que ça donne à son arrivée à Númenor et surtout la rencontre avec Pharazôn. Après ses exploits ratés et l'accident survenu avec la petite sœur de Nori, Sadok incite Meteorite Man à partir rejoindre les gens comme lui en direction de Verbois-le-Grand, une forêt qui prendra par la suite le nom de Grand Peur. On voit très bien que Meteorite Man s'était attaché à Nori, il est presque ému de la quitter, et comment penser qu'il soit atteint en soit peu lié aux forces du mal. Sur la route en direction du campement de Númenor, afin de rechercher Bronwyn et Arondir, Théo est ordonné soldat par Galadriel, qui lui remet son épée. Un petit clin d'œil est fait au Seigneur des Anneaux avec la scène où l'orque semble avoir entendu un bruit et cherche son origine. La scène nous fait penser à la traque de l'un des Nazgûl qui était à la recherche de l'anneau unique. On apprend par la suite par Galadriel qu'elle a été mariée à Celeborn. Elle est convaincue qu'il est mort pendant la guerre. Nous savons tous qu'il est vivant et que l'on le verra dans Le Seigneur des Anneaux. Je ne serais pas étonné qu'il fasse une apparition remarquée dans la série. Comme on pouvait le penser, Elrond avait faim d'être fatigué lors de son duel dans l'épisode 1 avec Durin, afin de passer un peu de temps avec lui et pouvoir lui expliquer les causes de sa venue. Disa est très investie dans ce qu'entreprend Durin, jusqu'à même proposer un putsch pour que Durin s'associe avec les autres seigneurs nains afin de prendre le pouvoir à son père. La joie des pieds velus est de courte durée. Les adoratrices de Sauron suivent Meteorite Man à la trace en traquant les lieux qui semblent avoir une énergie résiduelle de magie, comme sur l'arbre. Elles montrent une infime partie de leur pouvoir et on voit bien qu'elles ne sont pas animées de bonnes intentions. Brûler le campement et les victuailles des pieds velus était un peu facile. C'était juste une menace car je pense qu'elles ont compris que les pieds velus étaient inoffensifs et sans grand intérêt. Théo arrive dans le campement des Núménoréens et sans grande surprise, Bronwyn et Arondir sont vivants. Alléluia! Bon, trêve de plaisanterie. Ce mystère comme celui d'Isildur, c'est en quelque sorte pour combler les vides. Et nous savons très bien que Marek reviendra avec Isildur sur son dos. Les 3 femmes fortes de cette saison se réunissent avec un paysage montagneux magnifique, montrant ainsi le caractère de ces dames.
Myriel porte le serment d'aider les habitants de la Terre du Milieu à combattre Sauron en citant le nom de son père, Ar Inziladun. On le connaît sous le nom de Tar Palantir, mais au fil du temps, ce nom n'a plus été utilisé au profit d'Ar Inziladun. Les pieds velus commencent à comprendre en quelque sorte l'importance de Météorite Man et décident de partir lui apporter leur aide. La destruction de leur campement par les adoratrices de Sauron y est sans doute pour quelque chose. Halbrand, que nous n'avons pas vu depuis le début de l'épisode, refait surface dans une tente royale avec ses armoiries en fond. Bon, vous allez me dire que Halbrand est Sauron. Cet épisode me fait maintenant douter de la vraie nature d'Halbrand. J'ai émis l'hypothèse qu'il serait le roi sorcier d'Angmar, mais au vu de la fin, je me pose énormément de questions. Il part avec Galadriel chez les elfes pour se faire soigner. Cette blessure et ce départ pour le Lindon seraient peut-être son plan initial, s'introduire chez les elfes afin de les inciter à créer les anneaux de pouvoir. Quand j'ai vu Galadriel dire qu'il fallait soigner Halbrand chez les elfes, j'ai cru qu'elle allait proposer à Myriel de l'accompagner aussi afin de lui faire retrouver la vue. Mais la santé d'Halbrand est bien plus importante. J'aime un peu moins cette façon de créer un mystère autour de la disparition d'Isildur, car nous savons très bien qu'il n'est pas mort. On comprend très bien le choix des réalisateurs de faire ce genre de mise en scène par rapport à Elendil, qui vient de renouer avec son fils, mais bon, l'intrigue n'en est pas vraiment une. Lorsque Durin père jette la feuille par le trou où son fils a trouvé du mithril, nous pouvons voir le réveil du Balrog. Et franchement, je me pose certaines questions à son sujet. Dans les écrits de Tolkien, ce Balrog est réveillé lorsque les nains creusent pour chercher du mithril. Mais la chronologie cloche par rapport à la série. Cet événement est censé survenir au milieu du troisième âge et non dans le second âge. Pourquoi les réalisateurs ont-ils fait le choix de le réveiller aussitôt? Je pense pas qu'il va s'écouler des centaines d'années avant que ce Balrog se mette à attaquer les nains. Et si le récit commence à prendre des raccourcis, on va se retrouver à balayer des milliers d'années en quelques épisodes. Ce Waldreg est décidément immortel. Jusqu'à présent, il arrive à survivre à tout, à la destruction du Mirador et à l'éruption du volcan. Il est aux côtés d'Adar dans la nouvelle région créée. Bon, Adar ne dit pas clairement comment s'appelle cette nouvelle terre créée par le volcan, ni comment s'appelle le volcan. Mais la mise en scène pour annoncer le nom de cette nouvelle région est un peu enfantin et basique. Je trouve que les réalisateurs ont manqué d'idées et d'originalité. Cet épisode 7 a été pour moi le moins bien tant au niveau du récit que des révélations. Si on se réfère à certaines scènes, Halbrand serait susceptible d'être Sauron et son plan s'applique sans fausse note jusqu'à présent. Les meilleures scènes sont celles avec les pieds velus où nous voyons la prise de conscience de ces êtres concernant l'importance de Météorite Man et celle avec Durin et Elrond qui contre toute attente portent un grand intérêt à leur amitié et au sauvetage des elfes. Avec la fin de cette saison, on pourrait assister à la mort de Durin père et ainsi commencer la saison 2 avec un nouveau nain sur le trône et ainsi miner le mithril. Il faut avouer que même avec un épisode assez lent en avancée et en révélation, les décors, les paysages et même le Mordor sont magnifiquement réalisés et les bandes son ne baissent pas en qualité. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ce contenu pour soutenir la chaîne.